Bon Marion, qu'est-ce qui se passe? Faudrait qu'on tourne là. Oui, je sais, mais je cherche Charlie, j'en ai besoin pour ma chronique et j'arrive pas à mettre la main dessus. Tu le vois, toi? Ah, t'as regardé à l'extrême droite? Ah bah oui, je suis con, évidemment. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 6 janvier et Charlie Hebdo a encore frappé. C'était hier soir sur X. En réaction à l'actualité au Venezuela, le journal satirique a publié un dessin signé Salch. On y voit une caricature de Jean-Luc Mélenchon, grimé comme Maduro après sa capture par les Américains, entravé par des menottes. Le tout est agrémenté du titre suivant: Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. Très vite, évidemment, la publication est devenue virale. Les allergiques pathologiques à la France insoumise et autres chantres du printemps républicain se gaussent et partagent en masse la caricature, assimilant donc Mélenchon à un dictateur. Un narratif qui, par ailleurs, est habituellement diffusé par l'extrême droite. Preuve en est, quelques jours avant la sortie du dessin de Charlie Hebdo, le militant identitaire Damien Rieu avait fait la même vanne sur X, accompagné d'une photo trafiquée par IA représentant donc Jean-Luc Mélenchon. Il écrit « Cher Donald Trump, nous aussi nous avons un dictateur communiste qui défend le trafic de drogue, si jamais ». Alors la ficelle est évidemment un peu grosse. Une partie de la gauche, insoumis en tête, dénonce la dérive de la ligne éditoriale du journal. Surtout que ce dessin n'est pas un cas isolé. Fin décembre, Charlie Hebdo faisait déjà parler de lui avec la publication d'une caricature, cette fois de la journaliste et militante antiraciste Rokhaya Diallo. Elle était grimée en danseuse de revue coloniale façon Joséphine Baker avec, vous savez, la jupe de banane. En légende, on pouvait lire « The Rokhaya Diallo Show ridiculise la laïcité à travers le monde ». Cette fois, le dessin est signé de la main de Riss, le directeur du journal depuis les tragiques attentats qui ont frappé la rédaction en 2015. Si Rokhaya Diallo dit accepter qu'on critique ses positions, notamment sur la laïcité, le dessin, lui, ne passe évidemment pas. Elle dénonce la mobilisation d'un imaginaire colonial, raciste et misogyne qui fétichise le corps des femmes noires. De son côté, Charlie balaye mollement ses accusations sur X. Pour lui, je cite, « y voir une référence raciste serait une manipulation de la part donc de Rokhaya Diallo ». Et quant au canard, lui, il s'estime toujours antiraciste, féministe et universaliste. Comme quoi, chacun voit midi à sa porte. Alors Charlie serait donc de gauche. Et c'est vrai, historiquement. À ses débuts, si l'on considère l'histoire de Charlie depuis son ancêtre Harakiri, interdit, on le rappelle, en 1981, nous avons évidemment affaire à une publication résolument de gauche, voire même très très à gauche, tendance anard libertaire par moment. Mais les premiers changements de ligne sont ressentis dès le début des années 1990, pile au moment où Harakiri renaît de ses cendres, désormais baptisé Charlie Hebdo, sous la direction du chansonnier Philippe Val. L'équipe est globalement la même, Wolinski ou encore Cavana sont toujours là, mais la petite musique de fond a légèrement changé. Charlie Hebdo va se mettre à reproduire peu à peu les positions dominantes, c'est ce qu'analysait Mathias Raymond pour Acrimed en 2008. Et dans les années 70, à titre d'exemple, Cabu était par exemple farouchement opposé à la guerre, et en 99, avec la rédaction de ce nouveau Charlie, il soutient finalement l'intervention militaire au Kosovo. D'ailleurs, cette même année, Riss, encore lui, accuse carrément, je cite, les pacifistes d'être des collabos. Et au fil du temps, les méthodes du nouveau patron, Val, sont de plus en plus décriées en interne, des défections au même lieu. Certains rédacteurs sont écartés, d'autres partent d'eux-mêmes, principalement les plus proches de la gauche radicale. Et pour compenser, on recrute des plumes moins abrasives, plus consensuelles, pourrait-on dire, comme le dessinateur Johan Sfar, l'ex-patron de France Inter Jean-Luc Hess, Renaud Dely et Philippe Lançon de Libé, ou encore Anne Jouan du Figaro, ou l'inénarrable Caroline Fourest, qui se fera un plaisir, dit-on, d'éradiquer toute forme d'islamo-gauchisme au sein de la rédaction. On ne se refait pas.
En 2001, évidemment, les attentats de New York sont un autre tournant majeur dans la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. L'islamisme et le djihadisme deviennent des ennemis absolus, quitte à tomber régulièrement dans l'islamophobie la plus basique. D'ailleurs, à ce moment-là, Charlie se brouille avec une grande partie de la gauche. En 2004, l'autrice Mona Chollet est poussée, raconte-t-elle, vers la sortie après avoir critiqué un édito qui affirmait que les Palestiniens, je cite, ne se conduisent pas comme des gens civilisés. Alors, on dira ce qu'on veut, mais Charlie Hebdo a le mérite de la constance. En 2006, le journal satirique explose avec la publication des caricatures du prophète Mahomet, initialement diffusées par un journal danois. La une est signée en revanche Cabu. On y voit le prophète dessiné avec la légende « Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons ». Ce numéro cartonne, il est même réimprimé et vendu à 400 000 exemplaires contre 140 000 habituellement. 3 organisations musulmanes portent cependant plainte pour injure publique à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion. Mais la justice donne gain de cause à l'hebdomadaire et estime que la liberté d'expression n'a pas été outrepassée. La même année, Charlie publie le Manifeste des 12. C'est un texte qui dénonce l'islamisme comme un totalitarisme religieux mettant en danger la démocratie dans la lignée du fascisme, du nazisme ou encore du stalinisme. La Ligue des droits de l'homme, à l'époque déjà, met en garde contre la diabolisation de l'islam. Cet épisode des caricatures est central dans l'histoire de Charlie Hebdo. En s'ouvrant à d'autres cercles, le canard satirique devient un peu plus mainstream, un peu plus proche du pouvoir. Bernard-Henri Lévy signe par exemple le Manifeste des 12. Thierry Ardisson invite la rédaction, le Festival de Cannes aussi. Même le ministère de la Culture adoube l'équipe du journal. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, leur adresse une lettre. Et même le Front National, pourtant frontalement combattu par Charlie Hebdo pendant des décennies, quitte à demander leur interdiction, est un fervent soutien dans cette séquence. Sous couvert, évidemment, de défendre la liberté de la presse et la laïcité, on peut donc se permettre d'être raciste et islamophobe. Quelle nouvelle! Cette année-là, Charlie a passé un cap, si ce n'est le Rubicon. Sur le plateau de L'Œil de Moumou, en janvier dernier, en 2025, Daniel Schneiderman, le fondateur d'Arrêt sur Image, analysait cette dérive. On l'écoute. Alors déjà, les thèses de l'immigration, ça suffit, il faut contrôler, il faut les renvoyer, il faut faire des quotas, il faut faire des charters, la préférence nationale, etc. Déjà, ces thèses-là reçoivent le renfort de gens de gauche. Et par là-dessus, ces thèses-là reçoivent le renfort de gens étiquetés à gauche, parce que la persistance rétinienne fait que Charlie est une marque de gauche, on peut rien y faire, je veux dire, voilà. Et en plus avec un nez rouge, c'est-à-dire avec la lubie de l'humour. Puisque, voilà, une des figures les plus en vue du charlisme, c'est Sophia Aram, qui a une chronique tous les lundis matins sur France Inter, qui fait des spectacles, et qui a toujours le statut de, entre guillemets, humoriste. Même si, voilà, ça fait longtemps, je pense, qu'elle n'a pas fait rire grand monde dans ses chroniques du matin. Donc, pour l'extrême droite, ils prennent trop bien. Voilà qu'arrivent des renforts de gauche et des renforts des anards bouffons, rigolos de gauche. Évidemment, l'attentat terroriste qui a décimé une partie de la rédaction en 2015 n'a rien arrangé à la dérive de la ligne laïcarde de Charlie Hebdo. Pourtant, à l'occasion des commémorations pour les 10 ans des attentats, début 2025, Gérard Billard, l'actuel rédacteur en chef, estimait toujours que Charlie était de gauche, enfin d'une certaine gauche, puisqu'il déclarait « Je prends acte d'une fracture avec une partie de la gauche qui abandonne ses valeurs fondatrices que sont la laïcité, l'universalisme, la défense des droits de tous les opprimés. C'est elle qui n'est plus de gauche, ce n'est pas nous. » Alors, toute ressemblance avec le printemps républicain n'est absolument pas fortuite, au contraire. Mais pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait au tout début de cette chronique, il n'a pas toujours été
jamais brocardée par l'hebdomadaire satirique. Bien au contraire, la rupture, elle, date de 2017 avec l'élection de Daniel Obono comme député de Paris. 2 ans plus tôt, juste après la tragédie, la future députée ose franchir un interdit ultime, surtout à cette époque, nuancer son charlisme. Obono dit qu'elle a pleuré les morts, mais dénonce aussi du racisme chez Charlie. Inacceptable pour les rescapés de la rédaction, compréhensible en revanche pour Mélenchon, le divorce est consommé. Et alors ça ne s'arrange pas avec les évolutions du ténor insoumis sur le plan politique, notamment sur des sujets comme la laïcité ou l'utilisation du mot islamophobie. Une décennie après, les rancœurs sont tenaces et le fossé ne cesse de se creuser entre Charlie et la gauche insoumise. Le fossé, en revanche, est beaucoup moins béant quand il s'agit de l'extrême droite. En fait, c'est tout bonnement la mécanique inverse. Le RN a fait son beurre sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Avant 2015, Marine Le Pen n'avait absolument rien de Charlie. Elle attaquait d'ailleurs même régulièrement le journal en justice. Mais ça, c'était avant l'attentat djihadiste, avant l'émotion collective et surtout avant une occasion en or de légitimer ses obsessions en les dissimulant derrière une laïcité que l'on qualifiera d'agressive. Alors si l'attentat n'a pas provoqué de poussée immédiate du vote RN à l'époque, il a contribué à installer durablement une islamophobie devenue l'un des principaux moteurs électoraux à l'heure actuelle. D'ailleurs, depuis 2015, chaque attentat devient pour le RN la preuve supposée d'un lien naturel entre immigration, islam et terrorisme. Marine Le Pen et Jordan Bardella convoquent d'ailleurs régulièrement l'esprit Charlie pour légitimer leurs obsessions sécuritaires et migratoires, transformer la mémoire des victimes en argument d'autorité et disqualifier toute critique, qu'elle soit médiatique ou politique, avec en bonus la possibilité d'accuser leurs adversaires de mettre une cible dans le dos des journalistes. Avec le temps, l'expression « être Charlie » a profondément changé de sens. Elle n'est plus un étendard universaliste, encore moins un principe de liberté d'expression. C'est un mot d'ordre identitaire, presque un test de loyauté obligatoire. On se souvient d'ailleurs de cette séquence en janvier dernier, toujours, avec Miss France, sommée de prendre position sur la question. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, pas ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. Désormais, être Charlie, ce n'est plus défendre la liberté d'expression pour tous, mais c'est accepter, sans broncher, une ligne éditoriale devenue compatible avec les obsessions de la droite et de l'extrême droite. Ce n'est plus protéger le droit au blasphème, mais tolérer qu'il s'exerce toujours dans le même sens. Ce n'est plus rire contre les puissants, mais frapper à répétition les mêmes cibles, minorités racialisées, musulmans, militants antiracistes, gauche radicale, et le tout sous couvert d'impertinence. Le plus troublant, c'est que cette mue s'est faite au nom de valeurs prétendument de gauche, la laïcité, l'universalisme, la liberté, des principes pourtant vidés de leur substance émancipatrice pour être transformés en outils de tri, de soupçon et d'exclusion. Dans cette configuration, refuser le charlisme, c'est-à-dire refuser l'injonction à applaudir et à se taire, voire à se coucher, devient presque un acte de résistance politique. Être fidèle à l'histoire populaire, libertaire et antifasciste de Charlie Hebdo, ce n'est donc pas répéter mécaniquement « je suis Charlie » comme un mantra vide, c'est au contraire de revendiquer le droit de ne plus l'être. Et avant de passer au reste de l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, ils et elles mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous
qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. C'est sur notre site internet et grâce à vous, le combat peut continuer. Emménager dans un logement insalubre, sauter des repas, laisser le chauffage éteint ou encore éviter d'aller chez le médecin, c'est le quotidien de nombreux étudiants en France. Une étude publiée aujourd'hui par l'Union étudiante révèle qu'après avoir payé son loyer, ses factures et son alimentation, un étudiant sur 3 n'a plus que 50 € pour finir le mois et un étudiant sur 10 n'a même plus un seul euro. Ce midi, mes collègues du Journal des Luttes ont reçu Léa Jules Clément, co-secrétaire générale de l'Union étudiante. Elle explique que la précarité étudiante a explosé depuis la crise post-Covid et a été aggravée par la politique d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Quand on lit ce rapport, on a le sentiment que la précarité étudiante, c'est plus simplement une crise ponctuelle, c'est un système quasi installé. C'est exactement ça. Après, c'est quelque chose qu'on savait déjà, nous. On a notamment sorti plusieurs dossiers les dernières années. Un l'année dernière qui mettait en exergue que les étudiants et étudiantes ont perdu plus de 2 500 € de pouvoir d'achat en 7 ans sous Macron. Et donc là, l'idée de cette enquête-là, c'était de pouvoir montrer concrètement à quel point aujourd'hui la précarité, elle est protéiforme surtout, que ces formes-là, elles sont cumulatives et que donc on se retrouve dans des situations de précarité extrême de plus en plus récurrentes. Mais effectivement, ça fait tout à fait système et ça fait système depuis un moment déjà quand on voit notamment les politiques menées par Emmanuel Macron. On voit par ailleurs que dans ces files d'aide alimentaire, il y a une grande représentation aussi d'étudiants et étudiantes qui ne sont pas boursiers par boursière, ce qui montre bien que ça concerne tous les étudiants, toutes les étudiantes. Il y a aussi une surreprésentation des étudiants étrangers, étudiantes étrangères qui ne font pas partie du système de bourse aujourd'hui. Et ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Et nous, c'est une grosse revendication qu'on a, évidemment, aux côtés du fait de leur supprimer notamment les frais d'inscription différenciés, etc. Et il y a eu une mobilisation, notamment tout décembre, parce que dans le PLF, il y a eu le sujet de pouvoir supprimer les APL pour ces étudiants et étudiantes-là. Donc oui, effectivement, il y a de longues files, en tout cas, pour les distributions alimentaires. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes, on fait ce genre de distribution-là, que ce soit alimentaire ou de protection périodique, par exemple. Et c'est désespérant parce que c'est pas à nous de le faire. Nous-mêmes, on est étudiants et étudiantes. Par ailleurs, les associations, c'est la même chose. En réalité, c'est pas à elles de devoir remplacer l'action gouvernementale. Donc il y a un vrai problème là-dedans, évidemment. Et forcément, la précarité a de lourdes conséquences psychologiques. 9 étudiants sur 10 estiment avoir vécu des périodes de détresse psychologique. Et le système de santé est évidemment largement insuffisant puisqu'on compte seulement un seul psychologue conventionné pour environ 1000 étudiants. Vous vous souvenez sûrement de ces images, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Le 6 janvier 2021, Donald Trump appelait ses partisans à prendre d'assaut le Capitole à Washington pour protester contre sa défaite à l'élection présidentielle. Plus d'1 millier de manifestants avaient alors envahi le siège du Congrès, symbole de la démocratie américaine, où les élus étaient en train de valider justement la victoire de Joe Biden. Portes forcées, vitres cassées, 5 morts, dont un policier, plus de 140 policiers blessés, 2,7 milliards de dollars de dégâts matériels. Le bilan de cette attaque a été évidemment très lourd et a choqué le monde entier, mais pas Donald Trump qui tente depuis de réécrire l'histoire. Il présente l'assaut du Capitole comme une manifestation pacifique, une simple opposition au résultat d'un vote. Il dit qu'elle a dégénéré à cause de quelques éléments extérieurs et qu'elle a été instrumentalisée par les démocrates. Il parle même du 6 janvier 2021 comme du Day of Love, le jour de l'amour. Et ce n'est pas tout, plus de 1500 assaillants devaient être condamnés pour avoir commis des dégradations, volé des objets, porté des coups aux policiers ou menacé de pendre des élus. Mais dès son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a décidé de gracier tout ce beau monde. Bref, 5 ans après cet assaut qui aurait pu lui coûter sa carrière politique, non seulement Trump a été réélu, mais en plus, il a tiré d'affaire tous les responsables et il ironise même sur un 3e mandat.
Ils ont passé 1 an et 8 mois en détention provisoire pour avoir, je cite, facilité l'entrée illégale et le séjour de migrants en Tunisie. 3 travailleurs humanitaires de l'ONG française Terre d'Asile ont été libérés cette nuit au terme de leur procès. Il s'agit de l'ancienne directrice Chérifa Riahi et de 2 salariés de l'ONG. La Tunisie se trouve sur la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe. Le président Kais Saied a dénoncé en 2023, je cite, « les hordes de migrants sahariens qui menaçaient de changer la composition démographique du pays ». Depuis, les autorités ont durci la répression contre les migrants. Des milliers d'entre eux ont fui par la mer ou ont été rapatriés à la frontière, parfois en plein désert. Au moins une centaine d'entre eux sont d'ailleurs morts et les associations qui leur viennent en aide sont poursuivies. En mai 2024, 3 bureaux de l'ONG Terre d'Asile ont donc été perquisitionnés et les 3 humanitaires interpellés pour aide illégale et hébergement de migrants. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison. Ils ont finalement été condamnés à 2 ans de prison assortis d'un sursis pour les 4 mois qu'il leur reste à purger. 2 responsables de la municipalité de Sousse, poursuivis pour leur avoir prêté des locaux, ont été condamnés à la même peine. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.